Welcome everyone. Thank you so much for joining Bonjour à today. tous, Our technical merci de webinar vous être entitled connectés à Strengthening ce Capacity in webinaire Africa to technique Tackle sur le Rift renforcement and des Fever, capacités en Part Afrique 1, pour contrôler on la leveraging fièvre de la vallée early du warning and Rift. Première risk-based partie, surveillance to inform il timely s'agit de and tirer cost-effective parti decisions. et de la My name is surveillance Xavier Roche. I des am systèmes veterinaire and d'alerte epidemiologist rapide. and Je act suis as an Xavier animal Roche, health officer at the Geneva épidémiologiste headquarters. et Today we fonctionnaire have the au pleasure of to siège de have la FAO. some Aujourd'hui, international experts nous allons avec acting nous as des panelists, experts internationaux including qui vont Bernard Bett être from nos the principaux International Livestock intervenants, y Research compris Bernard Institute, Bett de Paolo l'Institut Calistri de recherche from the sur les animaux Institute of d'élevage, Paolo Zooprophylactic Calestri, et Experimental of l'Institut Teramo, d'expérimentation Sosa from CIRAD, zootechnique, Hassan Dienefo from the et National Catherine Serre Laboratory du for Animal CIRAD, Breeding and Hassan Veterinary Gaifol Research in Dakar, du Mohamed l'Institut de Bengoumi recherche from à the FAO Dakar, Regional Office for Mohamed Near East and Bengoumi North du Africa, bureau régional de as la well as FAO Claudia pour le Pitillo from Proche-Orient et Ismaila l'Afrique du Sek Nord, from et FAO Claudia headquarters. Pitilio So before we get started, I et wanted to Ismaïla remind you of Sek few du siège housekeeping de la rules. FAO. Et quelques Interpretation is informations d'ordre available pratique. in English and L'interprétation French, est so you'll find disponible the en anglais interpretation et icon en at the bottom of français. your Zoom Donc, screen. vous pouvez Please note that choisir la today's langue que vous webinar souhaitez is being écouter. recorded, Et and we will share the le recording with webinaire all aujourd'hui participants via est email afterwards, so enregistré you can et consult it further. If you have any il sera question during the disponible session, please après type le them webinaire. in the Si vous avez des Q&A questions à box, poser, vous pouvez les and we'll take inscrire some time at dans the la end boîte de of the questions-réponses presentations to et à la fin des answer as many présentations. questions as we can. Nous essaierons de And of répondre au course, plus don't grand nombre de hesitate to questions interact possibles. in the Et chat, n'hésitez share pas à the link, interagir make non plus general comments, dans la boîte de and your dialogue, en feedback vous that's saluant really ou en helpful for inscrivant us. des observations d'ordre So général, nous donnant without waiting quelques longer, I'm informations going de to feedback. C'est give toujours the très floor utile to pour nous. Mohamed Sans plus Bengoumi attendre, je vais for donner la a parole very à rapid Mohamed introduction. Bengoumi pour quelques Mohamed, mots please. de bienvenue et Yes, d'introduction. thank Mohamed, you, c'est à vous. Xavier. Ladies Merci and gentlemen, dear colleagues, Xavier, mesdames et good afternoon, messieurs, good chers morning, collègues, and good evening, bonjour. perhaps also. All Bonne of you matinée, join bon us après-midi from pour different certains parts d'entre of the vous. world, especially North Africa. Merci à ceux On qui behalf se of joignent the à nous des FAO, différentes régions du monde, I am pleased to notamment à welcome you l'Afrique. to Au nom de today's l'AFAO, je suis ravie de vous souhaiter Strengthening la Capacity bienvenue in à ce Africa to webinaire Tackle Renforcer les Rift Valley capacités Fever, en Afrique Enhancing Early Warning System and pour Preparedness and contrôler la Response, fièvre de la and vallée for et taking the du time to Rift. participate in this important discussion. Merci Rift Valley d'être Fever présent pour remains a cette discussion significantly très threat by importante. health, La fièvre de human la health, vallée du and Rift reste une livelihoods menace across importante many pour la santé regions in animale, la Africa. santé humaine, les moyens Its d'existence impact dans de reaches nombreuses régions far d'Afrique. beyond the immediate Et son outbreaks impact va affecting bien food au-delà security des trade simples and the foyers qui ont des resilience répercussions of sur la sécurité communities and alimentaire, le reliability of commerce et la livestock. résilience des communautés qui dépendent de First, I would l'élevage. like to extend my warm Je thanks voudrais tout to our d'abord expert Bernard remercier Bett, Paolo chaleureusement nos Calistri, experts Bernard Bett, Hassan Paolo Guefal, Calistri, Catherine Hassan Gaefal, Setre, Catherine Sosa, Setre, and my FAO colleagues Sosa Ismaila et and mes collègues de Claudia, la and FAO, also Xavier, Ismaïla, as mentioned, Claudia, for et this aussi audio. Xavier qui As you know, anime several le outbreaks were webinaire reported aujourd'hui. in West Africa, Plusieurs foyers ont été mainly in Senegal, annoncés en Mauritania, Afrique de and l'Ouest, Sénégal, Gambia Mauritanie et en since Gambie last également September, end of September. depuis la And fin lastly, in some septembre. also South African countries, Et especially puis South également dans Africa, certains pays causing d'Afrique important australe human comme l'Afrique du deaths Sud, and also huge economic avec losses. des pertes Today's économiques session très brings importantes together et experts, des décès, practitioners, des pertes and de vie humaines. stakeholders who Aujourd'hui, are il était deeply important de engaged in réunir toutes les parties surveillance, early prenantes warning qui system, public health, participent à la surveillance, au système veterinary d'alerte services, and rapide, la santé preparedness publique, les services vétérinaires planning. et la By sharing planification, knowledge, la evidence, and préparation experiences, we préalable. Il strengthen not s'agit only our d'échanger des technical connaissances, des capacities, but expériences pour also our renforcer les capacités techniques collective et ability to prevent, également notre capacité detect, and collective à respond prévenir, effectively détecter et réagir de façon to this efficace disease. face à cette As you may maladie. know, several outbreaks Vous savez peut-être are still qu'il y a ongoing, plusieurs and foyers our en goal cours for this actuellement webinar is clear: to et deepen our understanding nous of souhaitons, managing avec ce risks, webinaire, approfondir explore les innovative informations tools sur la and gestion du approaches, risque, and reinforce explorer the les outils collaborative network innovants, needs les to approches, protect both connaître animals and les réseaux de people. It's here connaissances qui to permettent de empower connecter you tout le with monde. insights Et nous and espérons practical que vous approaches obtiendrez that can be applied des within your informations own intéressantes institution, et countries, and pratiques communities. très Thank you pragmatiques qui vous seront once utiles again for au sein joining de vos us. communautés. Let Encore us une fois, move forward merci with beaucoup purpose and d'être présent commitment ici as we aujourd'hui. begin today's Continuons à program. aller de l'avant Thank you very much. avec détermination. Thank Je you. vous remercie de Thank you votre very attention. much, Mohamed.
Merci beaucoup, Mohamed, pour ces quelques paroles d'introduction. Sans plus attendre, nous allons passer à la première session avec Ismaïla Seck du siège de la FAO pour planter le décor. Informations sur les foyers de fièvre de la vallée du risque en cours en Afrique de l'Ouest. Ismaïla, dès que vous le souhaitez, vous pouvez commencer. Vous avez la parole. Hello, can you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, allez-y. Thank you. Merci. Xavier. Good morning. Merci, merci Xavier. Bonjour, bonne matinée ou bon après-midi à tous. Je suis Ismaïla Seck. Je travaille à la division NSA, la division de la production animale. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations à jour sur la situation en Afrique de l'Ouest, comment cela a commencé et quelles ont été les évolutions et que fait la FAO pour aider les pays en termes d'alerte rapide, de préparation préalable et de réponse. Très bien. Il est vraiment important de comprendre comment ces foyers sont apparus, comment cela a commencé. Regarding the situation, then there is really a condition that created On sait qu'il y a des conditions qui étaient finalement les conditions idéales pour l'émergence de foyers de fièvre de la vallée du Rift, avec de fortes préparations tout d'abord qui ont commencé en septembre en Afrique de l'Ouest et également dans la région subsaharienne. Ces conditions ont créé une situation environnementale idéale pour l'amplification des vecteurs avec des inondations dans des zones importantes. Les premiers cas ont été détectés en Mauritanie et au Sénégal parmi des animaux et des êtres humains, comme cela a été souligné par Mohamed Bengoumi. Il est vraiment important de comprendre les premiers événements qui se sont déroulés et comment la propagation a lieu vers d'autres pays ensuite. Donc, comme vous le voyez sur ce diapo, le 13 septembre, on a eu la première observation au Sénégal chez un être humain dans le district de Saint-Louis. Le 23 septembre, les premiers cas chez les animaux ont été détectés dans la même zone. Et c'est un point important à souligner. En Mauritanie, en septembre également, le 22 septembre, on a eu les premiers cas d'infection notifiés chez des animaux dans la région de Garbi et également de Ayoun. Et le 28 septembre, on a observé également des cas de maladie chez des êtres humains. Il est important de souligner que dans cette situation, on peut anticiper avec les fortes précipitations, puisqu'on a des points critiques en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez voir l'ampleur des inondations qu'il y a eu et on sait qu'il s'agit de zones à risque élevé. Et dans les deux pays, au Sénégal, en Mauritanie, eh bien, nous avons eu ces foyers qui ont émergé dans ces zones qui correspondent aux points sensibles. On a eu une situation d'alerte rapide avec des notifications simultanées de cas de maladie de la fièvre de la vallée du Rift dans les différents écosystèmes au Sénégal, en Mauritanie, où il y a également des mouvements d'animaux d'élevage et où les conditions environnementales étaient tout à fait adaptées à l'amplification des vecteurs.
et à l'apparition de foyers Following de that maladies. one, in addition to the Ensuite, first case observed in animal and après human les in premiers cas observés September, chez les animaux, les the êtres humains en spread of septembre, the la disease propagation continue de la after maladie s'est September, and then poursuivie we can après le see mois de septembre. additional Et vous pouvez public voir ici infection on public health and human for les Kenya, répercussions where sur we la have santé more publique than 50 dans la reported population in West Africa, humaine. and En also another Mauritanie, outbreak reported in the plus de animal health and 235 welfare cas section. That pour la same santé situation was animale et observed in 52 Gambia infections in sur la October, santé where we humaine. have Gambie, just même one chose, au human mois infection d'octobre, une and infection also humaine animal a health. été Some cases notifiée reported et in également sur le plan de some la santé district and animale, plusieurs cas region ont été in notifiés dans Gambia. certains And districts, recently, we régions see de la recently in Gambie. South Et Africa, where récemment en Afrique du Sud, the Rift Valley fever on a was pu voir que reported in la some fièvre de la vallée du animals, Rift a été and notifiée that really chez des show animaux. how the ecosystem Cela from different montre ecosystem comment the disease moved from West les Africa, Sub-Saharan écosystèmes region se to sont South déplacés Africa, de la and région de from l'Afrique different de ecosystem we l'Ouest have vers l'Afrique really australe. the disease. This development will show how really to trigger a formal Et FAO alert. That ces bring really évolutions ont our entraîné attention une to alerte something very officielle de la critical. FAO. And Cela a that's attiré notre why attention sur la FAO situation et la nécessité to that d'agir. situation come up with Et really avec cette situation, release alert la FAO yesterday on the a 19th of déclenché une alerte November, where hier, le really 19 novembre, situation and call for action was issued avec really des to informations sur la situation et un appel à support l'action CVOs, government, afin and communities d'appuyer to les really increase gouvernements, les all communautés risk-based surveillance, to pour increase risk accroître la communication, surveillance to des increase risques et la better communication control sur and les risques pour preparedness avoir un activity. meilleur contrôle This et de alert meilleures really activités de was based on préparation préalables. convergence between Et cette environmental, alerte a été climatic, and lancée avec la convergence epidemiological de indicator that conditions was being environnementales, collected, and I'm climatiques sure my colleagues et Claudia will sanitaires. be happy to present you Je more suis sûre que ma details of collègue Claudia pourra how vous that donner plus de alert was détails generated. sur If you need les more facteurs de information, déclenchement de please, l'alerte. you Si can vous scan the souhaitez QR avoir code plus here, d'informations, then vous you can pouvez have scanner full le QR code que vous information voyez à about that l'écran alert pour was avoir toutes generated les in West informations Africa, sur le where lancement de cette really at alerte that time we en were country Afrique, at risk, where avec also some l'identification attention need to des be pays à risque paid. et où on appelle également à une Considering grande that one, sensibilisation. considering the broad situation Étant and donné ongoing situation la of Rift Valley fever in situation en West cours Africa, en ce qui Sub-Saharan concerne region, la not fièvre de only la West vallée du Africa, Rift but en also in Afrique South Africa, occidentale, Afrique considering subsaharienne also et Afrique how australe, important, as et étant mentioned donné by également, Bengomi, and comme l'a dit also M. the alert Bengoumi, generated by FAO to l'importance de show la really the high situation, risk in l'alerte a some été lancée par la countries. FAO We puisqu'il y a des can risques très highlight élevés dans here that certains pays. FAO is On peut providing some souligner ici support que in la terms of FAO preparedness apporte and une response, assistance pour ce qui and est one de of la them is préparation early warning préalable and et la also réponse, preparedness. notamment l'alerte We rapide, FAO mais support aussi les country interventions with de préparation comprehensive plan préalable and avec simulation des exercise. plans That's really d'urgence, des important using exercices de the One simulation Health approach qui is sont very importants important dans le because it's a cadre de world of resource l'application de disease, l'approche Une seule and we santé. need to have a Puisqu'il joint s'agit d'une plan where maladie really we can zoonotique, on test a it besoin d'un plan conjoint with different sectors. euh, It's important pour les also interactions in entre les terms of différents preparedness secteurs. and Et response en to matière really de promote the préparation, use de of réponse, il est DST important de forecasting tool that promouvoir was mentioned yesterday l'utilisation de and l'outil test really bioenvironmental DST, coordinating and accepting the l'outil lead d'aide that process with FAO à la in prise de collaboration décision. with other partners. La We can FAO a travaillé highlight avec des also in partenaires terms pour of mettre au rapid point cet response, outil. FAO Et activated pour ce qui also est the des rapid réponses, response team in the field on for a activé investigation également and the les deployment équipes de of réponse expert. rapide And sur le recently, I terrain, can le highlight déploiement d'experts. expert mission was deployed to Une Mauritania mission to d'experts a support été déployée en Mauritanie, par identify exemple, the pour need and how we can appuyer le pays, establish identifier some les besoins action et plan for pouvoir établir des pre-emergency plans d'action response, pour highlighting des the réponses short, d'urgence medium, and long-term rapides, action needed for the country to control avec that one. des And in mesures addition to that, nécessaires à moyen, FAO is court et long providing terme. technical support Et la FAO to other apporte également infected une country and assistance at-risk publique à d'autres pays country affectés to really ou autres pays establish à a risque good pour mechanism to mettre prevent en and place control les the bons disease. In mécanismes terms of pour coordination, pouvoir FAO also maîtriser is la establishing maladie. national incident coordination Et mechanism where euh, multi-sectorial approach different sectors they are really il y a également des approches coming together to have a multisectorielles platform to
avec les différents acteurs qui se rassemblent pour conjuguer leurs efforts, coordonner leurs actions. Et il s'agit de veiller à aligner les services vétérinaires, la santé publique, les services environnementaux et les entités régionales, les communautés économiques régionales. C'est vraiment quelque chose de très important parce que on a vraiment besoin d'une bonne coordination au niveau régional. Sur le long terme, ce qu'on peut voir en termes de résilience, c'est que la FAO appuie les activités pour s'assurer que les pays puissent anticiper les choses. Vraiment, il s'agit de passer de la réaction aux mesures anticipatives. Et il est très important de faire en sorte que les pays soient préparés, qu'ils aient les capacités pour répondre à des foyers grâce aux mécanismes d'alerte rapide et de préparation préalable. Pour conclure, on peut dire que la fièvre de la vallée du Rift reste présente dans l'ensemble de l'Afrique, étant donné les changements climatiques importants, les conditions écologiques, la mobilité des animaux d'élevage également. Ce sont des paramètres importants. En Afrique, les animaux se déplacent, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est pourquoi la FAO reste engagée à appuyer les pays grâce à l'alerte rapide, à la préparation préalable et des réponses coordonnées. Merci beaucoup et j'attends avec intérêt les discussions qui vont avoir lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Ismila pour toutes ces informations. Je pense que nous sommes tous d'accord pour ce qui est de la situation relative à la fièvre de la vallée du Rift en Afrique. Et pour ce qui est de l'éco-épidémiologie, les facteurs environnementaux, on va pouvoir passer à la présentation de Bernard Bett de l'ILRI. Bernard, vous avez la parole, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier, de m'avoir invité à participer. Je remercie la FAO d'avoir donné la possibilité à l'ILRI et de partager son expérience. Moi, je travaille donc à l'ILRI. Et on travaille sur la fièvre de la vallée du Rift depuis 10 ans. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la compréhension du paysage de risque, éco-épidémiologie de la maladie et facteurs d'émergence. Pour commencer, nous savons bien sûr que la fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale qui est transmise par les moustiques, qui affecte les animaux d'élevage, souvent des cas chez les êtres humains également. C'est une maladie qui est endémique en Afrique et on voit un nombre accru de pays qui notifient des cas, des foyers. On connaît le cas du Sénégal, de la Mauritanie et dans le passé récent, plusieurs pays ont fait rapport de foyers. Cela entraîne des pertes socio-économiques importantes, fermeture de marché notamment. Alors, souvent, on ne comprend pas vraiment comment les communautés elles-mêmes souffrent de ces pertes. Elles dépendent en fait des animaux d'élevage pour le moyen d'existence, leur alimentation et de nombreuses activités socio-économiques. Et lorsque l'on adopte des mesures d'urgence, y compris la quarantaine, eh bien, les répercussions sont très graves sur le tissu social des communautés. On sait également que la vaccination des animaux d'élevage peut être très efficace pour limiter l'exposition des animaux d'élevage et éviter la transmission chez les êtres humains. Et la vaccination des animaux d'élevage est connue comme étant très efficace. Elle permet de protéger les animaux pendant longtemps. On commence à parler d'une protection tout au long de la vie des animaux, mais ça doit être confirmé. Il faut réfléchir aux stratégies à mettre en place pour accroître la couverture de la vaccination, pour contrôler pleinement cette maladie. Pour revenir sur le sujet que j'aborde aujourd'hui, je suis sûre que vous avez déjà entendu que si vous cherchez le virus, vous le trouvez. Et si vous faites des
des prospections sérologiques sur le terrain, eh bien, vous pouvez trouver des animaux qui ont déjà été exposés. Récemment, une équipe s'est rassemblée pour bien encadrer la compréhension de ce type d'exposition. Nous remercions Melinda et Peter qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, mais qui ont mis en place sur pied une équipe pour pouvoir classer le type d'exposition et comprendre les risques de façon plus structurée. Donc, il y a trois situations différentes. Il y a la situation endémique. Là, ça veut dire que vous avez une transmission continue de la maladie sans avoir un besoin de réintroduction de la maladie. Et on peut avoir à l'intérieur d'une région une transmission continue. Là, on considère qu'il y a une situation endémique ou un état endémique de la maladie. Ensuite, il y a l'état hyperendémique. Là, il y a certaines zones dans plusieurs pays où il peut y avoir une forte séroprévalence de l'infection. Pourtant, on ne voit pas vraiment de foyer épidémique. Et, on peut avoir un ou deux cas cliniques, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une accalmie avec une prévalence proche de zéro dans l'élevage, les animaux d'élevage. Et puis, on peut avoir un état épidémique, ça, on l'a vu surtout au Sénégal, où là, on a d'énormes foyers de la maladie. L'objectif de ma présentation, c'est vraiment de se demander quelles sont les caractéristiques de chacune de ces situations, puisque cela peut nous permettre de comprendre les choses de façon beaucoup plus structurée. Et bien sûr, pour plus de détails, vous pouvez lire ce document que vous trouvez sur Planetary Health. Et vous voyez la carte de l'Ouganda aussi sur la droite pour souligner que c'est vraiment les différents états qu'on peut voir dans différents pays. On peut avoir des foyers dans l'ouest du pays. Il y a 5 ans, on a fait une campagne sérologique et on a réalisé que même dans les zones à l'est du pays, il peut y avoir des séroprévalences élevées, mais pas de cas notifiés dans ces zones. Donc, on peut penser qu'on est dans un état épidémique et à l'est, une situation, un scénario beaucoup plus calme. Alors, commençons par l'état hyperendémique. C'est une situation qui se présente lorsque l'on a une population élevée de vecteurs pendant toute l'année, quand il y a les conditions climatiques appropriées, c'est-à-dire la température qui permet aux vecteurs de prospérer et des niveaux élevés, bon, en tout cas, suffisamment de précipitations qui permettent aux vecteurs de se multiplier. Et dans ce type de situation, on voit également qu'il y a un niveau d'immunité des troupeaux assez élevé parce qu'il y a des cas cliniques sporadiques et il y a une transmission horizontale entre l'hôte et le vecteur. Et donc, on a des animaux, une faible susceptibilité des animaux à tomber malades. On peut voir qu'il y a un mécanisme de transmission verticale du virus pour certains vecteurs, comme les moustiques, mais dans une situation hyper-endémique. Et parfois, on n'a pas besoin de la transmission verticale parce que la transmission horizontale permet de faire perdurer la situation. On a mené une étude au Kenya. On a capturé des moustiques pendant une année et dans deux zones. En haut, sur le diagramme du haut, vous voyez donc le piégeage des moustiques dans une situation hyper-endémique. Et on a pu confirmer que dans cette zone, il y avait une multiplication continue des moustiques, même pendant les périodes sèches. Et il n'y avait pas de cas notifiés dans la région. Et on a les incidents détectés dans les animaux d'élevage dans la même région. Bien sûr, il y avait des cas d'infection. On a commencé avec des animaux sans problème. Et après, on faisait des tests tous les trimestres et on pouvait détecter l'exposition. Donc, on a pu voir que dans ce type de région hyper endémique, où il y a une situation hyper endémique, on peut voir qu'il peut y avoir une transmission continue dans une région épidémique. Une autre région du Kenya, Garfaza. Là, souvent, on a des cas qui apparaissent après des périodes d'inondation, par exemple. Et dans cette région de Garfaza, vous voyez que la population des moustiques disparaît quasiment pendant la période sèche et réapparaissent et s'amplifie pendant la saison humide.
Et cela nous amène... Ah oui, ça c'est une autre diapo en fait que je voulais vous présenter avec la première situation. On fait des dépistages des moustiques détectés sur le terrain et généralement quand on fait le dépistage des moustiques, on peut détecter beaucoup d'autres virus, chikungunya, Ngari, Buyamwera, etc. Mais également fièvre de la vallée du risque. Ce dépistage est utilisé. On a des analyses à haute résolution et puis ensuite des tests PCR classiques. Et on a envoyé ces échantillons pour un séquençage des microgènes pour confirmer que ces virus détectés étaient bien présents. Donc, on a pu constater que dans les régions hyperendémiques, c'est pas qu'il y a vraiment forcément beaucoup de vecteurs, mais on a des vecteurs qui transportent le virus. Donc, les animaux ont cette immunité continue par rapport au virus. Passons maintenant à la situation épidémique. Dans la plupart des cas, c'est dans des zones sèches avec une interruption du développement du vecteur. Souvent, on a besoin d'une transmission verticale avec les vecteurs pour qu'il y ait une transmission par les adultes, par l'intermédiaire des œufs aux générations suivantes de moustiques. Dans certains cas, on a besoin d'une réintroduction du virus avec le mouvement des animaux d'élevage. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé de ce facteur important. Ça peut être un mécanisme qui réintroduit l'infection dans une zone, surtout lorsqu'il y a eu une extinction des vecteurs présents. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, on a considéré que le mouvement des animaux d'élevage était un facteur de risque pour la réintroduction de l'infection, mais parfois, les animaux s'éloignent de zones affectées. Donc, le mouvement peut avoir différentes conséquences. Soit on réintroduit de nouvelles infections ou des animaux quittent des zones infectées. Donc, il faut tenir compte de ces deux aspects du mouvement des animaux d'élevage. Un dernier point, pour ce qui est des zones épidémiques, on a besoin d'eau qui peuvent entraîner des épidémies. Alors, il y a de nombreuses années, Linda Logan avait écrit qu'on avait besoin de ces cas d'inondation pour avoir une multiplication des vecteurs. Souvent, soit on a des précipitations très fortes et des inondations avec peu d'évacuation de l'eau par le sol, ou alors on a la présence de barrages ou de réservoirs d'eau pour l'irrigation. Et parfois, on a un paysage qui présente une mosaïque de collines et vallées. C'est le cas dans certains pays où on a des vallées entre des collines qui peuvent retenir l'eau et qui permettent aux mosquitos de se déployer. Au Kenya, on a le même type de situation. Donc, il y a une combinaison d'éléments qui permettent aux vecteurs de trouver les zones où ils peuvent se développer. Je vais vous donner donc quelques exemples où nous avons eu un foyer au Burundi, et cela nous permet de voir exactement quels sont les facteurs qui ont précipité ce foyer. En mai 2022, c'est un foyer qui a continué jusqu'au mois de novembre. Et en faisant cette analyse de la pluviométrie, etc., nous avons vu que 3 mois avant que les cas n'étaient signalés, il y a eu une augmentation dans la pluie et dans la température. Ici, la température représente un facteur intéressant parce qu'on ne voit pas toujours cette même situation dans d'autres endroits. Donc, la zone affectée au Burundi, ce sont des plateaux élevés et donc, il faut une certaine température minimum pour permettre aux vecteurs de se multiplier. Et donc, sur les hauteurs, il faut peut-être avoir une augmentation de la température permettant donc à ces vecteurs d'augmenter. Alors que à des hauteurs moins élevées, on a peut-être moins besoin de ce facteur de la température. Donc, vous savez que les hauteurs sont des zones qui sont très peuplées. Il y a donc un risque élevé d'augmentation de la population et des animaux.
Et avec le changement climatique, cela risque d'augmenter. Ici, au Kenya, nous allons voir ceci un peu rapidement parce que nous avons vu des cas semblables. Ici, vous avez donc des pluies très fortes pendant 2 mois à peu près qui nous donnent ensuite une situation d'épidémie. Ceci donc en 1997, en 2006, en 2018 et puis avec beaucoup d'autres foyers que nous avons vus. Mais ce qui est intéressant ici, qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a donc un retard dans les systèmes de suivi et de surveillance. Et vous voyez que dans certains pays, par exemple, il y a une période de 2 mois et dans d'autres pays, c'est 3 mois. Et donc, on ne sait pas véritablement si c'est un problème de signalement ou si c'est le temps nécessaire pour que les moustiques se développent et qu'ils transmettent la maladie. Donc, voilà pourquoi il faut signaler l'information le plus vite possible pour que notre analyse devienne la plus fiable possible. En conclusion, il faut dire 3 choses. C'est que nous avons véritablement besoin de travailler encore plus pour caractériser des stades de transmission, surtout dans les États hyperendémiques. On ne comprend pas encore très bien la situation et souvent, on se concentre sur l'épidémie, mais en fait, il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe avant même l'épidémie pour que nous soyons mieux à même de répondre à la situation. Et il faudrait justement comprendre également le réservoir de virus qui peut exister. Quels sont les facteurs pour que ce réservoir se maintienne? Deuxième chose, à propos des décisions basées sur le risque, et là, ça fait partie des outils qui sont lancés par la FAO, et il ne faut pas donc attendre l'épidémie, il faut faire les choses bien avant. Et puis, dernière chose, et là, je comprends bien la situation dans de nombreux pays parce qu'il n'y a que très peu de pays qui donnent des chiffres en matière de maladies de la vallée du Rift. Il n'y a que 5 ou 6 pays qui donnent des informations. Et ceci a des conséquences graves sur notre capacité à mieux comprendre la maladie parce que cela limite nos capacités d'analyse à très peu d'endroits. Et donc, il faut encourager le plus grand nombre de pays à signaler la situation pour nous permettre de mieux comprendre l'étendue de la maladie. Donc, encore une fois, merci. Je termine ici mon exposé et je suis prêt à répondre à vos questions ultérieurement. À vous, Xavier. Merci beaucoup. Merci, Bernard, pour cette présentation extrêmement complète et pour nous avoir parlé de l'épidémiologie, donc de la fièvre de la vallée du Rift. Comprendre la maladie, c'est quelque chose d'essentiel pour, bien sûr, pouvoir s'y attaquer et mettre en place des systèmes d'alerte précoce. Et donc, nous accueillons notre présentatrice suivante, Claudia Pitillo, qui prend la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de faire cette présentation de la FAO vers ces outils de soutien à la prise de décision précoce. C'est le résultat d'une collaboration et d'un gros effort qui a été fourni par un certain nombre de collègues qui ont tous contribué à au développement de cet outil, aussi bien à la FAO qu'à l'extérieur. Donc, c'est un système d'alerte précoce et comme vous le savez, ces outils sont absolument essentiels parce qu'ils nous permettent de détecter et de cibler les maladies avant même qu'elles ne se propagent. Ceci nous donne suffisamment de temps pour préparer notre réaction. Et donc, il faut passer de la réaction à l'anticipation. Donc, cette maladie de la fièvre de la vallée du Rift est l'exemple que nous avons pris ici pour le développement de cet outil. C'est une plateforme qui a été développée par la FAO entre 2019 et 2020 pour préparer donc un système de prévision de la situation à travers le continent africain. Et il s'agit donc de soutenir l'action, donc renforcer les capacités et mettre en place les systèmes aussi bien à l'échelle nationale que sous-nationale. Et en fait, les États membres donc, ont participé à un atelier régional en Afrique de l'Est
en août 2018. Donc, cet outil fait partie d'une famille d'outils qui sont utilisés à la FAO dans la division de la production animale et de la santé animale pour voir exactement quelle est la situation et quels sont les renseignements que l'on peut obtenir à l'échelle mondiale pour essayer d'examiner la situation du risque dans les pays et voir dans quel pays il faut donc lancer une alerte précoce et mettre en place une lutte contre les vecteurs dans l'optique d'une seule santé. Donc, nous utilisons également les systèmes de renseignement des épidémies qui sont de sources ouvertes. C'est une initiative qui a été lancée par l'OMS et par la FAO en partenariat. Et nous utilisons également le système GLOOS. C'est une plateforme conjointe, une initiative qui est faite entre l'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc, à partir de tous ces outils, nous passons à l'action. Et donc, nous fournissons des directives, des informations et nous lançons une action dans plusieurs secteurs. Par exemple, nous publions un document qui s'intitule donc Réaction rapide par rapport au risque. Donc, bien sûr, comme nous le savons, cette maladie est sensible au climat, comme on l'a déjà entendu dire. Nous savons également que les anomalies du climat peuvent être suivies en utilisant les systèmes de télédétection et d'observation de la Terre. Il existe des facteurs de risque qui déclenchent le développement des vecteurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc la végétation, la pluviométrie, etc. La FAO a examiné un énorme nombre de modèles qui sont disponibles dans la littérature pour identifier un modèle qui a été développé par la NASA et c'est un travail qui a été fait par Anyamba et d'autres. Et c'est un modèle dynamique et comme vous le savez ici, c'est basé sur les anomalies NDVI et la pluviométrie et sur une fenêtre de 3 mois, une sélection évolutive avec des températures, les pluies prévues, la précipitation. Et pour identifier des anomalies du climat, nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de zones pour faire donc pour lancer des alertes, des prévisions de 1 à 3 mois. Donc, c'est ce type de fenêtre qui nous intéresse parce qu'en fonction des différentes régions et en fonction de l'étalonnage de ce modèle lancé par la FAO, nous pouvons avoir des degrés de précision différents. Donc, nous avons calibré ou étalonné ce modèle et le principal travail que nous avons fait, c'est d'intégrer un certain nombre d'informations et de développer un outil d'alerte précoce qui pourrait nous permettre de lutter de façon plus ciblée. Donc, les autorités nationales disposent de cet outil qui leur permet de suivre de près la situation et donc d'anticiper l'action. Comme vous le voyez ici, vous avez la courbe des animaux domestiques qui sont touchés. Notre but, bien sûr, est de se situer à gauche de cette courbe et donc de pouvoir fournir des actions de façon anticipée et des alertes quand il le faut. Donc, cet outil a été développé dans le cadre d'un cadre d'action contre la fièvre de la vallée du Rift qui précise un certain nombre d'actions qu'il faut entreprendre pour chacune des phases. Il s'agit, ce cadre donc d'action est un outil que les États peuvent utiliser comme guide qui leur donne donc une information précise, qui leur montre comment mettre en place des structures, assurer également un contrôle efficace par rapport aux coûts également. Il s'agit d'identifier les 4 principales phases
Donc la partie interépidémique où un certain nombre d'actions sont recommandées. Donc la partie pré-épidémie, qui est la partie essentielle, jusqu'à la partie épidémique ou post-épidémie, avec la partie réaction rapide, réduire l'impact pendant l'épidémie, et ensuite évaluation de l'impact et prévention pour la partie post-épidémie. Donc, il s'agit ici essentiellement d'un outil qui sert les deux premières parties de la phase, qui vous donne un suivi sur l'environnement, qui vous permet de cibler certaines zones pour que des décisions soient prises et que des mesures préventives soient mises en œuvre. C'est un outil qui a été développé en 2019 pour renforcer la réaction des États contre la maladie, et nous avons donc utilisé cela sur la plateforme agroinformatique de la FAO, qui contient donc des renseignements précis venant de la FAO et de l'extérieur également, y compris des cartes à risque et des prévisions. Comme ceci a été fait en Tanzanie et ailleurs, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, nous sommes maintenant présents sur 13 pays. Et la situation dépend du contexte et donc des pays qui participent à cette expérience et qui nous ont fourni donc des opinions d'experts, des consultations avec les experts, des données précises pour augmenter le degré de précision de notre modèle. Comme vous le voyez, il y a à peu près 13 pays qui participent à différents stades de mise en œuvre et d'utilisation de l'outil. Mais la version que nous avons lancée hier est considérée comme étant un système de base pour l'identification du modèle de vecteur, est un système de base qui peut être utilisé par tout le continent et peut être augmenté en fonction de l'opinion des experts et des utilisateurs, comme nous le verrons dans quelques instants dans l'analyse de cet outil. Et ceci a été conçu avec l'aide des experts internationaux, a été développé en collaboration avec l'ESA, la NASA, le système informatique de la FAO, donc l'Agence spatiale européenne également, et pour obtenir donc des données d'observation de la Terre. Donc, il nous faut renouveler cette source d'information et les données qui nous parviennent de façon très régulière pour avoir les données les plus à jour possibles. Cet outil nous permet de prévoir les zones qui sont les plus à risque d'une amplification du vecteur. C'est un modèle qui est mis à jour tous les mois, donc une nouvelle information est disponible mensuellement et qui donne donc une prévision et peut être mise à jour effectivement tous les 8 jours éventuellement, le cas échéant. Les prévisions portent sur une période de 2 à 3 mois. Nous avons un certain nombre de facteurs de l'environnement qui sont inclus sur cette plateforme, y compris également les événements liés à la maladie et le système MPRES de la FAO. Donc, vous le voyez ici, les différents éléments qui sont disponibles, qui sont liés à l'environnement, et nous essayons d'inclure également la mobilité du bétail, l'existence de marché, etc. Et puis, il y a également d'autres documents qui peuvent facilement être utilisés par les utilisateurs alors même qu'ils font cette analyse. Quelles sont les principales caractéristiques? Eh bien, il existe 2 versions. La version destinée au public qui a été lancée hier et une version précise pour certains pays qui sont protégés cette fois-ci parce que c'est un système qui est destiné aux pays et les pays peuvent y stocker leurs propres données et donc ce sont des données qui sont confidentielles et qui ne sont pas disponibles dans la version publique. Comme je viens de le dire, il existe des facteurs de risque qui sont inclus, les différents facteurs de risque avec les différentes couches, les métadonnées. Vous avez également un catalogue
qui peut être utilisé. Vous avez des cartes que vous pouvez télécharger. Tous les utilisateurs qui ont des capacités GS peuvent ensuite utiliser ces données pour pousser plus loin leur analyse. Et nous avons également des fonctions qui nous permettent une analyse spatiale temporelle avec des tableaux et des cartes. Et ce qui est important également ici, c'est de pouvoir partager cette information en temps réel et créer des cartes évolutives et historiques. C'est très intéressant pour nos utilisateurs parce que quand ils voient, par exemple, un événement ou quelque chose d'important, ils peuvent partager cette information et ces résultats avec leurs collègues. Nous avons également mis au point une autre fonction qui porte sur la méthodologie MCDA. C'est un système d'analyse qui nous permet d'incorporer donc les différentes versions. Avec l'utilisation de la télédétection, bien sûr, nous dépendons beaucoup de nos experts et des utilisateurs qui contribuent, bien sûr, tous à l'amélioration de ce système de base en fonction de leur connaissance, de leur perception, des données auxquelles ils ont accès. C'est un système qui fonctionne aussi bien en anglais qu'en français et c'est le résultat des différents ateliers de formation. Comme vous le voyez ici dans ma diapo, nous avons organisé des ateliers de formation en ligne et en personne également. Et en fonction de cela, nous avons déjà publié 17 alertes. La dernière a été lancée hier seulement pour le continent tout entier. Et la plateforme peut être renforcée pour avoir d'autres maladies telles que la grippe aviaire, par exemple. Nous travaillons là-dessus actuellement. Et ce que nous avons vu, c'est que cette plateforme nous permet véritablement le partage en temps réel de données et des informations sur le risque. Ce qui est important, c'est que cette analyse de décision multicritère, Claudia, désolée de vous interrompre, mais il va falloir vous interrompre pour essayer d'accélérer un petit peu. Oui, ici vous avez donc l'analyse de décision multicritère qui définit les différents types de risques, faibles, modérés et élevés, et chaque risque est lié à un certain nombre d'actions qui sont recommandées ici. Donc, vous avez l'option pour la version pays et non pas la version publique. Comme Bernard le disait, il existe différents types d'habitats ou d'environnements qui sont pris en compte. Ils ne sont pas tous pris en compte dans cet outil, mais il faudra revenir là-dessus, y compris la partie mobilité des animaux. Donc, il y aura différentes mises à jour qui seront faites. Comme vous le voyez, les vecteurs là peuvent s'amplifier, enfin augmenter. Donc voilà, je remercie tous ceux qui ont contribué à la mise au point de cet outil. Ici, vous avez les codes QR pour que vous puissiez avoir accès à cet outil, aussi bien pour la plateforme que pour le cadre d'action. Et voilà, dites-moi si nous avons le temps. Oui, si vous voulez, on peut faire cela en 3 minutes. De toute façon, vous avez le lien qui a été partagé dans la boîte de dialogue. Donc, très, très rapidement, en quelques instants seulement, je vous montre. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Vous confirmez? Oui. Donc, ici, vous avez l'outil. Vous avez donc à gauche un tableau de bord avec un certain nombre d'informations. L'amplification du vecteur, par exemple. Vous avez la ligne temporelle. Ici, vous avez une ligne temporelle qui vous permet de revenir en arrière tous les mois. Et vous avez donc, vous pouvez revenir à 2003. Puisque c'est basé sur des images du passé. Nous avons également un catalogue dans lequel vous avez toutes les différentes couches en fait dépendant des informations qui viennent des experts, donc les données clés, les données supplémentaires, les données essentielles pour faire cette analyse en fonction des différentes données de l'environnement. Donc, vous avez par exemple différents foyers
pour la fièvre de la vallée du Rift qui ont été ajoutées à cette carte. Vous pouvez cliquer ici et vous avez des fenêtres pop-up qui vous permettent d'avoir accès à l'information du système Impress. Ici, vous avez un cas chez un être humain à Andoury. Donc voilà, j'abrège bien sûr pour... De toute façon, vous avez beaucoup d'informations clés qui portent sur l'environnement, par exemple, le degré de pluviométrie pour les périodes 3 mois, 2 mois, 1 mois. Vous avez différentes conditions, des conditions propices à l'augmentation du vecteur, donc les prévisions en matière de pluie, la température. Par rapport à l'exposition, vous avez des données qui viennent, par exemple, de l'information concernant la quantité de bétail. Et ici, vous avez donc les différentes espèces qui sont susceptibles à la fièvre, et cela vous permet de mieux comprendre quelles sont les zones à risque d'augmentation de vecteurs, et vous permet également de faire le croisement entre l'augmentation des vecteurs et l'importance du nombre de cheptels. Et cela comprend également des herbivores sauvages qui sont susceptibles aux vecteurs. Merci Claudia, je crois qu'il nous faut terminer ici, et de toute façon, nous allons organiser un webinaire précis sur l'utilisation de cet outil. Merci beaucoup de votre patience et désolé d'avoir pris un peu trop de temps. Merci Claudia, merci de nous avoir présenté cet outil d'aide à la décision de façon tout à fait complète. Je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt de la part des différents participants. Donc, notre présentateur suivant, c'est Paolo Calistri, qui va nous parler donc de la surveillance basée sur le risque, considérations et approches différentes. Merci beaucoup, merci. J'essaye de partager mon écran avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez mon texte, mes diapos? Oui. Bien, il faut passer assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Bernard notamment et par Claudia. Donc, je n'ai pas l'intention de répéter ce qu'ils ont déjà dit, et j'essaierai de concentrer mes propos sur les quelques aspects dont je voudrais vous parler ici et que je voudrais vous présenter. Cette diapo vous rappelle tout simplement que quand on parle de surveillance, n'importe quel type de surveillance, il faut commencer à partir d'un certain nombre d'objectifs. Et les objectifs de notre surveillance doivent être très clairs. Bien sûr, cela dépend un petit peu de la situation épidémiologique sur le terrain, bien sûr. Mais ces objectifs doivent être clairement définis pour que les activités prévues arrivent à leur fin. Comme le disait Bernard, we can consider the different kind of epidemiology that we have, dynamics that we have in the country. Vous avez donc une situation différente en Afrique au niveau des épidémiologies. Et donc, vous avez aussi bien l'épidémie que la situation hyperendémique. Et ça, nous l'avons vu et ça a été publié dans le Lancet également. Donc, je n'en dirai pas plus, mais en fonction des différentes situations de l'épidémie, les objectifs peuvent évoluer, peuvent changer. Claudia nous a parlé en expliquant très bien l'importance d'une détection précoce des foyers de maladies. C'est ce qu'on appelle donc les systèmes de surveillance et d'alerte précoce qui sont extrêmement importants pour cette zoonose.
Un facteur de plus par rapport à la surveillance précoce, c'est que en mettant en place un système de surveillance, il faut décider de quelle est la population que vous souhaitez tester. Et en général, il ne faut pas que cela soit fait de façon aléatoire, surtout pour les maladies qui, dans le temps, se manifestent de façon sporadique ou par regroupement. De façon générale, une des meilleures approches pour ce genre de situation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la surveillance basée sur le risque. Une chose qui a déjà été dite par Claudia et par Bernard également, c'est de voir exactement comment nous allons piloter ces activités de surveillance, où situer nos activités de surveillance et quand surtout. Ça, c'est très important, surtout pour une maladie qui est transmise par le moustique et qui donne la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Il y a différents outils que nous pouvons utiliser pour cela. L'utilisation donc de l'outil dont on vient de nous parler. Et donc, c'est l'aide à la décision pour la maladie de la fièvre de la vallée du Rift qui nous permet de voir où précisément il existe des bonnes probabilités de détection et où il faut donc se concentrer au niveau de la surveillance parce que la situation est propice au développement de la maladie. Et vous avez également l'organisation qui s'occupe de la surveillance des maladies apportées par les vecteurs pour les animaux qui fait ce genre de démarche également. Donc, à part les différents outils que nous pouvons utiliser, qui sont très importants pour nous permettre de bien cibler notre surveillance au bon endroit et au bon moment, l'autre grande question qu'il faut se poser est de savoir exactement comment on va mettre en place ce type de surveillance. Quelles sont les composantes qu'il faut prendre en compte dans la surveillance basée sur le risque? Et un des premiers aspects porte sur l'hôte. Quel est le type d'hôte que vous allez utiliser? Dans une situation où vous avez beaucoup d'hôtes différents, comme pour cette maladie, il faut voir quel est votre objectif. Si votre objectif, par exemple, est de détecter le plus tôt possible l'infection, il faut cibler les espèces qui seront touchées le plus rapidement dans toute infection. Si vous ciblez l'être humain, ceci ne se fait pas dans ce genre de situation parce que quand vous avez des cas chez l'homme, cela veut dire que vous avez déjà beaucoup d'autres vecteurs, beaucoup de moustiques dans des réservoirs qui ont déjà touché les espèces ruminantes. Donc ça, c'est un point important qu'il faut prendre en considération et voir exactement quelles sont les différentes zones, quelles sont les espèces qui dominent dans différentes zones. Un des points, à mon avis, qui est particulièrement important, notamment pour une maladie comme la fièvre de la vallée du Rift, dans une situation épidémique ou l'occurrence de l'infection
peut présenter un tableau clinique très important, eh bien, là, les activités de surveillance visent à collecter toutes les informations possibles sur des syndromes chez les animaux et ça peut permettre d'améliorer la surveillance passive. Nous savons que certains des tableaux cliniques les plus importants pour l'émergence de cette maladie, c'est des éléments très spécifiques. Et bien sûr, dans ce type d'approche, une des caractéristiques, c'est que c'est une approche plutôt économique, même si ce n'est pas toujours vrai. C'est bon marché, c'est pas quelque chose spécifique pour une maladie en particulier, ça peut être utilisé pour plusieurs autres types de maladies. Le problème plus spécifique, c'est de pouvoir appliquer ce type de surveillance à une très grande population pour être efficace. Et d'un autre côté, la difficulté de fixer un seuil pour les alertes, pour éviter des fausses alertes. Et ça, c'est pas toujours simple dans certaines situations. Autre approche qui est utilisée pour la fièvre de la vallée du Rift dans différents pays, c'est l'utilisation de hôtes sentinelles. L'hôte sentinelle donne la possibilité d'avoir des informations très précises sur où et quand a lieu une infection, mais d'un autre côté, la difficulté de ce type de système, c'est de sélectionner justement la bonne sentinelle. La sentinelle peut être au bon endroit et à ce moment-là, mais il peut y avoir une transmission dans une autre zone et du coup, on ne peut pas la détecter. Autre problème, c'est le coût de la logistique ou économique du maintien d'un système de sentinelle. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des animaux susceptibles d'être infectés dans la zone pour pouvoir les tester. On peut appliquer différents types d'approches pour avoir un système de surveillance bien ciblé sur les risques. Je peux mettre l'accent sur une sous-population des populations hautes, par exemple seulement les troupeaux nomades. Ou alors utiliser un endroit spécifique où il y a une grosse concentration d'animaux, par exemple des abattoirs ou les marchés. On l'a déjà évoqué, des endroits où les animaux sont concentrés autour de points d'eau, par exemple. Pour conclure, j'aimerais évoquer des messages importants. Tout type de surveillance basée sur le risque signifie, en termes de préconditions, que nous devons déjà avoir une compréhension des facteurs de risque et des principaux facteurs déclencheurs. Et notamment pour les maladies vectorielles, c'est quelque chose qui peut varier selon les zones géographiques. Ce qui est valide pour une région en Afrique ne l'est peut-être pas ou pas de la même façon dans une autre région de l'Afrique. Et parmi les facteurs de risque, il y a ceux qui sont liés au climat, ceux qui sont liés aux conditions environnementales que nous connaissons bien, qui nous savons que cela a une influence sur les maladies transmises par les moustiques, ça c'est évident, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'autres facteurs de risque qui peuvent jouer un rôle. Mouvement des animaux, contexte
socio-culturels par rapport aux échanges d'animaux, au type d'élevage, etc., etc. Et il faut bien connaître ces informations au moment de concevoir ou d'appliquer une surveillance basée sur le risque. Je passe aux conclusions. On peut utiliser différents types d'approches. En principe, elles sont toutes utiles pour accroître nos capacités de détection rapide, précoce de la présence ou de l'occurrence de fièvre de la vallée du Rift. Aujourd'hui, on a une disponibilité de grands ensembles de données provenant de satellites ou d'autres sources qui facilitent la conception, l'élaboration et l'adoption d'outils d'appui à une surveillance basée sur les risques. Dans tous les cas, des données de terrain sur des facteurs de risque spécifiques qui jouent un rôle particulier dans un contexte épidémiologique donné restent essentielles pour pouvoir identifier les facteurs et pour pouvoir concevoir correctement un bon système de surveillance basé sur le risque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Paolo, pour toutes ces informations sur les différentes approches de surveillance. Alors, on continue sur la surveillance toujours. Je donne la parole à Hassan Gouey Fall. On va mettre l'accent sur l'entomologie et la surveillance des vecteurs. Hassan, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais faire la présentation en français et les diapositives sont en anglais. Donc, je profite de l'occasion pour remercier la FAO pour me donner l'opportunité de participer à ce panel pour échanger un peu sur les pratiques qui se font un peu partout en Afrique. Donc, ma présentation va être beaucoup plus orientée sur la surveillance entomologique des vecteurs de Rift et sur les outils qui sont utilisés et quelques conseils qui me semblent assez pertinents pour le public, pour les pays africains. Donc, rapidement, pour ce qui est du background, on en a largement débattu, c'est une maladie à transmission vectorielle. Et que, comme on l'a montré les présentations qui viennent de se dérouler, l'écologie joue un rôle très important dans l'apparition des épidémies et que une surveillance intégrée est nécessaire, vraiment essentielle pour une détection précoce, une alerte précoce et pour même la préparation à la réponse. Alors, pour ce qui est de la fièvre de la vallée du Rift, donc généralement c'est les moustiques qui initient l'infection, surtout les moustiques du genre Aedes, qui ont la capacité, de par leur biologie, de maintenir le virus à travers notamment une transmission verticale ou transovarienne, mais également à travers leurs œufs qui sont assez résistants à beaucoup de conditions climatiques, notamment à la dessiccation, et qui peuvent traverser des périodes assez dures, assez longues, pour transmettre le virus lorsque les conditions deviennent favorables. Alors, l'autre espèce qui est fortement impliquée, c'est les espèces du genre Culex, qui jouent un rôle extrêmement important dans l'amplification, notamment quand on a des épidémies secondaires, comme ça se passe actuellement au Sénégal, ou dans les régions du Nord, ou à travers tout le pays. La plupart des moustiques qui sont trouvés infectés du virus sont des moustiques du genre Culex. Il y a d'autres genres également qui sont impliqués, comme le genre Mansonia et le genre Anopheles, mais c'est dans des mesures assez limitées. Alors, les objectifs de la surveillance entomologique, c'est d'identifier
de façon claire la composition et l'abondance des vecteurs qui sont sur une localité donnée, mais également d'évaluer le rôle de chacune de ces espèces dans le déclenchement et dans le maintien de l'épidémie. Comme on l'a dit tout à l'heure, les rôles complémentaires que jouent les moustiques du genre Aedes et les moustiques du genre Culex. Alors, l'autre objectif, c'est un peu de surveiller les taux d'infection chez les moustiques, c'est les populations de moustiques, parce que il peut y avoir une circulation à bas bruit du virus chez les moustiques avant que, si les conditions deviennent favorables, que ce virus soit transmis de façon assez récurrente aux animaux domestiques et à partir de là aux humains. L'autre objectif également, c'est de faire, de détecter les facteurs environnementaux qui ont un rôle déterminant, qui jouent un rôle déterminant, notamment dans l'apparition et l'émergence des épidémies. L'autre objectif, c'est vraiment d'être un support pour donner des outils aux décideurs à travers la modélisation prédictive et la cartographie des risques. Mais également, comme autre objectif, c'est vraiment d'orienter les opérations de lutte antivectorielle pour que ces opérations soient de façon très ciblée. Alors, les espèces qui sont fortement impliquées, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les espèces du genre Aedes qui initient généralement l'infection, mais les Culex également, comme des vecteurs qui sont dans l'amplification, etc. Alors, par rapport aux approches de surveillance, nous avons l'approche, c'est de surveiller les moustiques adultes, d'abord en utilisant plusieurs types ou plusieurs outils que je vais vous montrer sur les diapositives suivantes. Mais également, c'est un peu de faire une surveillance au niveau des habitats larvaires, parce que c'est au niveau de ces habitats que se développent les vecteurs avant de pouvoir devenir des adultes et jouer le rôle de vecteur pleinement. Donc, une surveillance au niveau de ces gîtes larvaires est essentielle. Et lorsque vous avez cette matière biologique, que ce soit des adultes ou des larves, l'idéal, c'est de regarder, de faire des détections de virus assez rapidement avec la PCR, mais également on peut utiliser le séquençage pour pouvoir identifier soit de façon très rapide le virus, mais également d'avoir une idée très nette des genres, des espèces de moustiques qui sont dans la zone. L'autre approche est également d'utiliser la télédétection, donc pour la surveillance, surtout quand on a des écosystèmes qui sont assez différents. La télédétection peut vous permettre d'avoir de suivre des habitats favorables et de faire focus sur ces habitats pour avoir une surveillance efficace. Voici un peu ce que nous utilisons sur le terrain. Ça part des aspirateurs que vous voyez ici, au piège à odeur. Donc, on peut utiliser également, mais le piège standard, le gold standard, c'est vraiment le CDC Light Trap que vous voyez ici à votre droite, qui peut être potentialisé avec du CO2 ou on peut utiliser comme du CO2 gazeux, mais également on peut utiliser la glace sèche ou carboglace, comme vous le connaissez, pour pouvoir dégager ces odeurs pour attirer les moustiques. Il y a des pièges également à pas animaux qui sont utilisés.
Et dans le temps, bon, je dis vraiment dans le temps, il y avait des pièges à appât humains qui étaient utilisés, mais c'est des techniques qui sont actuellement bannies, qui ne sont pas du tout recommandées à cause des problèmes éthiques et autres. Pour les larves, donc c'est au niveau des gîtes larvaires qui peuvent être multiples et variés. On peut utiliser des louches, des pipettes, etc., des tamis pour pouvoir prélever les larves et les amener au laboratoire pour les étudier. Toujours sur le terrain, il faut également se munir de matériel de conservation qui peuvent permettre, comme on a affaire à des moustiques on veut également avoir une idée de l'infection. Donc, il faut utiliser du matériel froid en général pour pouvoir conserver le virus dans des conditions, mais ne pas oublier également d'utiliser des outils pour renseigner un peu les données de terrain. Il y a Kobo Toolbox qui peut être utilisé notamment pour renseigner les outils les données de terrain. Et ne pas oublier aussi de prendre les données environnementales, tout ce qui est paramètres environnementaux comme la pluie. On sait que la pluie a une très forte influence sur l'émergence des virus, des vecteurs et également tout ce qui est l'humidité également et la température qui ont des rôles extrêmement importants sur la survie des vecteurs sur le terrain. Comme autre paramètre ou bien moyen de conservation qu'on peut utiliser, c'est soit pour conserver les vecteurs, c'est d'utiliser soit de l'azote liquide, mais également on peut utiliser la carboglace qui a une température qui avoisine les -80 pour pouvoir vraiment conserver le virus sur le terrain. Au niveau du laboratoire, donc voici les outils, c'est des outils assez classiques. Mais le plus important, c'est d'avoir une clé d'identification qui correspond aux moustiques de la zone, parce qu'il y a beaucoup de clés d'identification, mais il y a des clés qui sont très spécifiques à la région et utiliser vraiment la bonne clé d'identification pour pouvoir identifier de façon sans ambiguïté les vecteurs. Parce que si vous dites qu'un vecteur est infecté, il faut vraiment mettre un nom sur ce vecteur-là pour dire que c'est tel vecteur qui a été infecté, mais également aller vers tout ce qui est PCR pour la détection du virus, mais également le séquençage. Et un des moyens également, comme je l'ai dit tantôt, pour l'identification des espèces, c'est vraiment aller vers l'identification moléculaire pour être sûr que le vecteur auquel on fait référence est un vecteur et le bon vecteur. Alors, il faut également s'armer de vraiment une gestion des données, donc avec des plateformes digitales qui peuvent vous permettre d'avoir des données, de collecter des données sur le terrain. L'utilisation également des systèmes d'information générale, des systèmes d'information géographiques pour faire de l'analyse spatiale également est extrêmement important. Mais également, il faut que vous puissiez intégrer toutes ces données-là, que ce soit des données entomologiques, des données sur les précipitations, sur l'indice de végétation et les données hydrologiques. Il faut pouvoir les intégrer pour avoir des modèles ou des cartes, développer des cartes qui peuvent
être affichés comme des tableaux de bord et qui peuvent, comme l'a montré tout à l'heure la présentation sur l'outil Rift Valley Fever DST, qui est un outil vraiment qui combine toutes ces données, que ce soit des données environnementales ou des données sur les vecteurs, les animaux, pour donner vraiment des décisions qui sont fines. Alors, Hassan, 3-4 minutes pour wrap up. Voilà, je vais y aller très rapidement. Donc, en termes de conseils, c'est vraiment l'engagement des parties, de toutes les parties prenantes. En parlant de parties prenantes, c'est vraiment les autorités qui peuvent aider dans la mobilisation des ressources. Donc, il faut également planifier de façon vraiment très droite les échantillonnages que vous faites sur le terrain en ciblant vraiment les périodes où il y a de fortes précipitations ou des inondations. Il faut également combiner la surveillance des adultes à la surveillance des larves pour avoir une meilleure couverture. Et en général, on décompose la zone en plusieurs zones écologiques, que ce soit des étangs, des rivières, les villages également, les villes, les milieux ouverts, les milieux fermés, les champs également, et appliquer des protocoles qui sont standardisés, ça c'est extrêmement important. Et il faut également promouvoir le partage des données que vous collectez, des données entomologiques que vous collectez avec les épidémiologistes pour avoir une idée claire et au-delà, mettre en place des mesures de lutte efficaces. Autre conseil, donc, il y a une nécessité, comme vous le savez, de coopération au niveau régional. On l'a souligné tout à l'heure, au niveau sous-régional, parce que, comme vous le savez, les vecteurs n'ont pas de frontières, ils ne connaissent pas les frontières. Donc, la surveillance doit vraiment être accentuée à ce niveau-là. Et il faut également développer des compétences en entomologie pour les techniciens et les chercheurs, parce que c'est vraiment un manque actuellement dans beaucoup de pays. Et plus important, il y a l'engagement communautaire qui permet de vraiment faire le succès d'une lutte ou d'une surveillance des vecteurs. Et pour avoir l'engagement communautaire, il faut nécessairement les embarquer, les conscientiser et partager les données que vous récoltez sur le terrain avec eux. Donc ça, c'est un exemple de surveillance que nous avons réalisé au Sénégal. Vous voyez tous les points en rouge ici, c'est les sites qui ont été investigués pendant plusieurs années pour un peu déterminer la diversité des vecteurs et le statut de ces vecteurs-là. Les données que nous avons, ces données-là nous ont montré un peu la diversité. Par exemple, ici, on a détecté un peu plus de 46 espèces de moustiques. Et parmi ces espèces de moustiques, on a trouvé des espèces qui sont infectées régulièrement, des espèces du genre Aedes comme Aedes vexans dans les régions de Matam, Kédougou et Tamba. Donc, il y a Culex, des Culex comme Culex pocillipes, Culex tritaniorhynchus et Culex tutiens, qui sont des vecteurs qui sont majeurs. Surtout à Saint-Louis, actuellement, on a Culex tritaniorhynchus qui joue un rôle extrêmement important dans l'amplification de l'épidémie. Donc, les challenges, c'est vraiment le pénurie d'entomologistes, comme on l'a dit tout à l'heure, et évidemment les difficultés logistiques que vous pouvez rencontrer sur le terrain, notamment dans les zones reculées, mais également l'insuffisance de données, on en a parlé tout à l'heure, données entomologiques sur de long terme. On a des données parcellaires dans certains pays, dans d'autres, on n'en a pas du tout. Et également la nécessité de mettre en place des réseaux qui sont des réseaux d'entomologistes au niveau régional qui sont solides. Comme conclusion, donc, c'est la surveillance vectorielle est essentielle pour la détection précoce. Ça, c'est pas à redire, c'est vraiment démontré.
et que les données environnementales améliorent la capacité de prédiction, mais une collaboration régionale forte est indiquée et est vraiment requise pour une bonne préparation et une capacité de réaction rapide. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hassan, pour cette présentation complète sur l'entomologie et son utilité dans la surveillance de la fièvre de la vallée du Rift. Et donc là aussi, la capacité à détecter et diagnostiquer les maladies animales font partie intégrante de la surveillance. Et donc, last but not least, Catherine Setsosa du CIRAD. Et maintenant, nous va avons nous présenter Catherine plus en Sepre détail du CIRAD qui va nous les présenter donc. techniques existantes pour le diagnostic de la FVR. Catherine, c'est à vous. Catherine, Merci. à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Alors, peut-être c'est pas. On voit le. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Alors, on voit le PowerPoint. Oui. Parfait. Oui. Donc, il n'y a plus qu'à mettre en mode diaporama. Voilà, parfait. Est-ce que là, vous voyez? Oui, allez-y. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Hello to everybody. Thank you very much for the invitation. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et merci à la FAO de m'avoir permis de donner cette présentation. Nous avons entendu différentes présentations qui nous ont permis d'en savoir beaucoup plus sur l'entomologie du vecteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes de laboratoire et des principaux défis que nous connaissons. Je suis donc Catherine, je travaille au CIRAD et je travaille dans une unité de recherche qui est donc c'est un laboratoire de référence dans lequel je travaille. Je ne peux pas commencer cette présentation sans vous parler de l'approche intégrée qu'il nous faut adopter pour s'attaquer à la maladie de la fièvre de la vallée du Rift, pardon. Donc, c'est une maladie virale provoquée par un moustique. Il faut donc examiner les trois composantes de la maladie qui jouent donc un rôle dans la transmission de cette maladie. Donc, vous avez le pathogène, bien sûr, mais vous avez également des hôtes qui peuvent être des êtres humains, des animaux domestiques ou de la faune sauvage. Et puis, vous avez le vecteur. Et il s'agit de comprendre et d'effectuer le diagnostic pour permettre une détection précoce et pour mieux gérer la situation et la distribution. Donc, quand il s'agit d'animaux, d'êtres humains et de vecteurs, il faut penser donc à l'hôte et ensuite on peut passer au diagnostic en laboratoire pour confirmer votre diagnostic. Ceci dépend donc des différents facteurs. La première chose à laquelle il faut penser quand vous êtes devant un foyer potentiel de la maladie, il faut penser aux différents signes cliniques, comme vous le savez, sont le nombre d'avortements chez les animaux. Et ceci peut être dû à des pathogènes différents. Et comme vous le savez, comme ceci a déjà été dit, c'est lié également à une investigation écologique, donc en fonction de la saison, en fonction de l'environnement, du changement climatique, de la pluviométrie, et de la mobilité des animaux également, et bien sûr des vecteurs. Donc, pour nous, je voulais tout simplement dire ici qu'il s'agit de se concentrer sur un échantillonnage qui vienne des trois différents domaines et il faut tenir compte des échantillons de ceux qui viennent des animaux qui sont malades et également des fœtus avortés. Quand vous souhaitez faire un diagnostic, au niveau du diagnostic en laboratoire,
Il faut se concentrer là-dessus et il faut utiliser des tests pour confirmer. Quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez avoir des cas suspects, mais ensuite, il faut aller au laboratoire pour confirmer tout cela avec des tests en laboratoire. Et donc là, vous avez deux types de tests. Vous identifiez le virus. Là, vous avez donc différentes méthodes pour le faire. Tout d'abord, vous souhaitez détecter le génome et vous pouvez le faire soit en utilisant des méthodes de biologie moléculaire, en utilisant le PCR ou le LAMP, et vous pouvez utiliser le séquençage également. Et puis, un autre moyen pour identifier le virus, c'est d'utiliser donc des tests de diagnostic rapide qui sont très utiles. Et vous pouvez le faire sur le terrain puisque c'est rapide également, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez entrer plus dans le détail, vous pouvez isoler le virus en utilisant une culture in vitro à partir du sang, de la rate, du foie ou différents organes. Donc, la première chose, c'est d'identifier le virus et ensuite de caractériser la réaction immunitaire induite par le virus. Et cela, vous pouvez le faire en utilisant des tests sérologiques, soit des tests de neutralisation du virus ou soit des tests de type ELISA. Donc, la première chose que je dois citer ici, c'est que vous avez une courbe de l'activité d'une infection de la maladie de la vallée du Rift. Et si vous avez un document qui vient d'un laboratoire et d'un collègue de Bird, à gauche, vous voyez la phase aiguë de l'infection qui prend de 1 à 6 jours. Et vous voyez une très belle courbe avec de très hauts niveaux de particules virales. Et pendant cette période de temps, va vous permettre de détecter le virus en utilisant donc les moyens PCR. Dans la deuxième phase que vous voyez ici, en bleu, c'est la deuxième phase, donc 8 jours après l'infection. Vous avez la détection des anticorps à partir du 7e jour jusqu'à la fin de la vie de l'animal, ou en tout cas au moins 1 à 2 mois après l'infection. Donc, il faut tenir présent à l'esprit cette courbe en bleu. Passons maintenant au diagnostic, où il faut tenir compte de la situation épidémiologique du pays. C'est une information essentielle pour la confirmation de l'infection, parce que si vous êtes dans une zone indemne du virus, il faut analyser des échantillons pour avoir une détection des anticorps IgM. Et par contre, si vous vous trouvez dans une zone infectée, qui peut également être une zone où les vaccins ont été donnés, parce que nous n'avons pas toujours des tests qui nous permettent de faire la distinction entre l'animal vacciné et l'animal qui est indemne naturellement. Cela est très important parce que si vous vous trouvez au milieu d'une épidémie, les vétérinaires qui sont sur le terrain souhaitent prêter main forte, bien sûr, et prennent beaucoup de prélèvements dans les animaux. Mais ensuite, quand vous êtes en laboratoire, vous avez des milliers de tubes et de pipettes. Et donc, quand vous traitez des animaux sur pied ou des personnes, ou si vous parlez des vecteurs, il est très utile
d'utiliser des sérums et du sang EDTA, par exemple, ou vous pouvez également utiliser des insectes secs ou séchés. Et puis, vous pouvez également utiliser des animaux morts, surtout des fœtus avortés. Les fœtus avortés, les meilleurs organes sont donc le cerveau, le foie, la rate, les ganglions lymphatiques et le sang autour du cœur. Ceci vous permet d'avoir une bonne information. Passons maintenant à l'identification du virus de la fièvre. Si vous souhaitez identifier le virus, mes collègues l'ont déjà dit tout à l'heure, la maladie de la fièvre de la vallée du Rift fait partie des maladies provoquées par les bunivirales, famille Finiviridae, avec une polarité négative. C'est un virus segmenté avec 3 segments différents qui sont illustrés ici, avec de petits segments, le moyen segment et le grand segment. Et cela vous aide. Ensuite, il faut tenir compte du fait que vous avez un sérotype ou un seul génotype. De cette façon, il est beaucoup plus facile de prouver le diagnostic, alors que pour d'autres maladies, c'est différent. Alors que ici, vous avez plusieurs clades qui sont connectés sur le plan phylogénétique. Pour identifier le virus, vous avez différents moyens. Je vais me concentrer sur 2 aspects, donc le microscope, bien sûr, avec de très belles photos que vous obtenez, où vous pouvez avoir l'histopathologie ou la culture qui utilise les petits animaux tels que les souris. Et vous pouvez également utiliser la réaction antigénique et l'immunofluorescence. Et puis, dernier moyen, c'est les moyens moléculaires, en commençant donc par le RT-PCR et le séquençage. Donc, c'est sur ces choses-là que je vais me concentrer. Tout d'abord, en parlant donc des tests à diagnostic rapide, vous avez donc un système à flux latéral basé sur une réaction en antigène. Ici, vous avez un exemple qui a été mis au point récemment. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un moyen rapide et facile qui vous permet de détecter l'échantillon négatif avec un échantillon de contrôle qu'il faut utiliser également. Et quand vous examinez l'échantillon positif, vous avez 2 lignes, la ligne de contrôle et la ligne du test. Et c'est un test qui prend de 10 à 15 minutes et il est très utile pour contrôler l'existence d'un foyer. Donc, vous examinez la spécificité du test. C'est quelque chose de très utile pour détecter la présence de la maladie et cela vous donne également des signes cliniques de l'existence de la maladie. Si vous voulez avoir plus de détails sur la sensibilité, vous pouvez avoir plus d'informations dans le document. Le test est commercialisé par une entreprise spécialisée dans les diagnostics. Et c'est très utile si vous souhaitez confirmer un foyer de maladie et les échantillons doivent être envoyés au laboratoire pour confirmation.
L'autre méthode à utiliser pour l'identification du virus, c'est la biologie moléculaire. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des informations sur cette diapo, mais rappelez-vous qu'on a les 3 segments dans le virus et ce qui est très pratique, c'est que ils ont une forte conservation pour les 3 segments. Donc, on peut utiliser un test PCR sur le segment L. C'est ce que l'on fait ici. On peut faire aussi ça sur la glycoprotéine aussi, sur le segment M, et avec la protéine N sur le segment S. Donc, il y a différentes méthodes qui ont été élaborées, qui ont été publiées et que l'on peut utiliser. Pour conclure sur l'identification du virus, encore une fois, pour ce qui est des techniques de biologie moléculaire, on a le séquençage de prochaine génération qui est très utile pour évaluer la diversité qui peut exister entre différentes souches. Vous pouvez identifier des mutations ou des réassortiments. Vous savez, quand on a un foyer qui commence à certains points dans une zone spécifique, eh bien, ça peut être très différent de ce que l'on trouve dans une autre zone où il y a eu aussi un autre foyer. Ça peut être un virus vraiment différent et c'est la seule façon de détecter justement une mutation ou un réassortiment. On peut également retracer l'origine d'un foyer avec le séquençage sur les 3 segments, donc l'ensemble du génome. Et ça permet aussi, on peut également, c'est une méthode qui s'adapte aussi aux plateformes de stratégie. Donc, c'est ce que l'on fait maintenant à l'INSRA au Sénégal ou au NERV. Donc, on transmet des souches qui ont été séquencées pour le foyer de maladie actuel. Maintenant, je voulais parler de la détection des anticorps. Il y a 2 types d'anticorps qui peuvent se retrouver après un foyer. Vous voyez le premier pic d'IgM entre 7 jours et jusqu'à 3 mois. Et ensuite, il y a la courbe IgG qui peut durer jusqu'à 15 mois. Pardon, Catherine, est-ce que vous pouvez conclure en 5 minutes maximum? Oui, donc pour la détection des anticorps, on peut utiliser différentes méthodes. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Alors, on a tout d'abord le test ELISA. Ça peut être fait maison ou aussi un test commercial importante pour analyser. Il faut connaître la sensibilité, la spécificité du test ELISA que vous utilisez, mais vous pouvez utiliser également Luminex ou Legenplex pour analyser plusieurs pathogènes. Maintenant, puisque on parle de diagnostic, je voulais souligner que puisqu'il s'agit d'une zoonose, il s'agit d'un virus enveloppé et dans le laboratoire, il faut être très prudent. Si c'est possible, c'est mieux de travailler dans un laboratoire de niveau 3 pour ce qui est de la biosécurité. Sinon, vous utilisez les méthodes nécessaires pour préparer les échantillons, pour isoler le virus ou réaliser des cultures, des tests de neutralisation et aussi pour l'extraction de l'ARN. Donc, on doit porter un masque, et des lunettes de protection et des gants. C'est vraiment le minimum pour être similaire à un laboratoire de niveau 3 pour la biosécurité. C'est très important quand on travaille sur le diagnostic de la fièvre de la vallée du Nil. Dernière diapo de ma part. Donc, les messages les plus importants, le diagnostic rapide et précoce est très important avec des outils diagnostiques précis pour les humains et les animaux afin d'identifier des espèces nationales, mais les réservoirs de la faune sauvage. C'est important aussi de réaliser un diagnostic différentiel. Et enfin,
Ce qui est important aussi, c'est d'évaluer la diversité des souches virales sur le terrain responsables du foyer en cours. Et cela n'est possible que par un séquençage du génome complet. C'est important de se pencher sur les 3 compartiments. Cela vous permettra de bien connaître l'origine du virus. Toute dernière diapo, il faut utiliser le test approprié selon l'évolution de l'infection et aussi utiliser une évaluation de qualité externe. Il y a différentes méthodes qui ont été comparées entre différents laboratoires. Et pour conclure ici, ce qui est très important, c'est que il faut renforcer les réseaux, notamment entre pays qui partagent une frontière. Quand on parle de pathogènes, de virus, les hôtes, les vecteurs ne connaissent pas les frontières. Donc, il est important de travailler ensemble à la frontière des différents pays en cas de foyer de fièvre de la vallée du Rift. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation très détaillée avec des informations cruciales et précieuses. Nous remercions tous les intervenants. Il y a eu beaucoup de questions posées, une vingtaine de questions posées et auxquelles on a répondu dans la boîte de questions. Puisqu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti, nous allons conclure le webinaire. Je vais demander à Mohamed de bien vouloir nous prononcer quelques mots de conclusion parce qu'on est déjà en retard. Merci beaucoup, Xavier. Je tiens à remercier les experts. Je sais que c'était peut-être trop court, on aurait eu besoin d'encore plus de temps. Et bien sûr, vous pouvez continuer à envoyer vos questions et nos experts vous répondront. Et si vous en avez besoin, on a aussi l'enregistrement du webinaire qui sera accessible. Merci beaucoup de votre participation. Et je répète que la FAO est à votre disposition pour vous assister pour la prévention et la lutte contre cette maladie. Voilà, je vous remercie. Xavier, c'est à vous. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, une petite annonce. Il y aura la deuxième partie de ce webinaire qui nous permettra plus de parler de la composante préparation préalable et réponse. Donc, restez informés, nous vous transmettons la date dès qu'elle est fixée. Merci à tous les participants, à tous les intervenants et merci aux interprètes, à toutes les personnes qui ont organisé le webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour le deuxième webinaire très bientôt. Thank you. Bye.